Seconde partie de l'émission Regard croisé, on évoquait le Mali où l'abstention record de la présidentielle. Finalement, est-ce que l'abstention est le grand vainqueur de la présidentielle? Nous accueillons Yohannes Sakoli, republicoftogo.com. Bonsoir Yohannes. Bonsoir Samuel et bonsoir cher grand frère Dimas et mon ami David Maïni Djababi. Bonsoir à tous ceux qui nous suivent de par le monde. Bonsoir le retardataire. Bonsoir sur le Mali, vous voulez ajouter quelque chose avant la pause sur le Mali. Alors, nous étions en train d'évoquer le bilan de IBK, côté sécurité. Oui, je disais qu'il y a certains qui sont partis jusqu'à avancer que les zones occupées, c'est des zones qu'on est en train d'exploiter au détriment des Maliens. Et tout ça, quand ça passe, ça fait mal. Ça fait mal aux habitants, et surtout qui sont impuissants. Et alors, ça veut dire qu'ils sont assis sur des mines d'or en train de pleurer, en train de souffrir. Et IBK est en train de vendre en quelque sorte le pays à des étrangers, à des puissances qui viennent exploiter les mines qui pouvaient profiter aux Maliens. Et donc tout ça, ça compte en réalité pour le négatif dans le bilan de IBK. Mais il y a des techniques électorales qui vont permettre à ce qu'il soit proclamé vainqueur. Mais il faut reconnaître que cette élection, il s'en sortira vraiment fragilisé. Heureusement que c'est le dernier tour. C'est son dernier mandat. Et peut-être c'est son parti qui en pâtira. Mais il faut reconnaître qu'il va s'en sortir vraiment très, très fragilisé. Le plus incompréhensible quand même, c'est que les Maliens, peut-être, on le dit, sont mécontents du bilan d'IBK, mais ils avaient le choix entre 23 autres candidats. C'est que ces 23 autres candidats n'avaient pas un discours rassembleur. Et c'est trop aussi. Voilà. Déjà, sur la base du nombre de candidats, ça veut dire que dans l'opposition, il n'y a pas un discours unificateur. Et le Mali, les Maliens aujourd'hui, n'ont pas besoin de dispersion, de division. Ils ont besoin d'une union au sein de l'opposition. Et vous avez vu le score de Soumaïla Cissé, 17% au premier tour. C'est assez fort. C'est assez fort. Mais par le jeu des alliances, le deuxième tour peut lui être favorable. Sauf que les deux principaux faiseurs de roi avaient refusé. Donc c'est un discours assez fort. Il faut comprendre que les Maliens n'ont pas... Oui, ils n'avaient pas le choix, mais on leur a imposé un choix. C'était IBK ou Soumaïla Cissé. Ils n'en veulent pas des deux, sinon Soumaïla Cissé serait passé au premier tour. Et pourquoi IBK n'était pas passé au premier tour? C'est parce que les Maliens n'en veulent pas. Ils étaient à la recherche d'une figure emblématique qui pourra véritablement comprendre leurs peurs, leur trouver des solutions, des réponses à leurs inquiétudes. Mais aucun de ces 24 candidats n'a pu jouer le jeu. Le taux d'abstention au Mali, c'est un taux record pour ce pays. Vous voyez, il y a un certain sentiment de tristesse. David l'a évoqué tout à l'heure, 24 candidats pour 8 millions. C'est la démocratie. Vraiment, c'est énorme. Faisons le ratio pour voir. Et se voir un peu. Et déjà, tel que David l'a dit, les gens, le peuple malien recherchait quelqu'un qui allait incarner, allait apporter une solution pragmatique à leurs inquiétudes et préoccupations. On a relevé tout à l'heure que le bilan d'IBK, tous les spécialistes, les analystes au plan mondial, ils ont relevé que, il a quand même un bilan pas tout à fait reluisant. Parce que l'espoir que IBK suscitait est-ce qu'un président avec son arrivée a jamais un bilan reluisant? Oui, il y en avait eu. Mais il a battu campagne, d'accord. Il est arrivé au pouvoir sur un certain nombre de points, de projets. Aujourd'hui, le peuple malien ne se retrouve pas dans ce que IBK fait durant tout son mandat. Ça, c'est une réalité. Le candidat, le président lui-même, il y a toute une partie. Oui, justement, on l'a. Seul le président sortant a un bilan à défendre. Voilà. Donc, toute une partie du pays, le président n'a même pas mis pied. Et ce un peu. Donc, ce pays-là, le Mali,
est assis sur des trésors, mais qui ne profite pas aux Maliens, qui profite aux puissances étrangères, notamment la France. Ça, ce sont des réalités qu'il faut relever. Maintenant, aujourd'hui, moi, je déplore nos oppositions africaines. Mais pourquoi on ne peut pas faire une union sacrée derrière Soumaïla Cissé? Moi je dis, c'est un monsieur que moi j'ai connu à Lomé par rapport à son efficacité. C'est le chef de file de l'opposition. Le chef de file de l'opposition. On pourrait, tous ces milliardaires maliens là, pourquoi ne pas faire une union derrière Soumaïla? Bon, justement, peut-être qu'on estime que... les Maliens le connaissent au-delà de ce qu'il a fait à la tête de l'UEMOA. Voilà, mais moi je pense que vraiment c'était déjà un faux pas. Que l'opposition ne soit pas unie. Maintenant, si vous allez en nombre, c'est que, bon voilà, le président sortant, il va gagner. On a déjà vu dans plusieurs pays de la sous-région, en Afrique. Bon, c'est dire que le président Ibeka peut-être va remporter les élections, mais il sortira très très fragilisé. On espère vivement que ces projets qu'il nourrit pour le Mali puisse s'accomplir. Mais vous avez fait un mandat sans grand bilan. Je me demande est-ce que c'est au prochain mandat qu'on réalisera le miracle? On attend de voir, c'est le wait ainsi. Je le disais, est-ce qu'un président sortant a un bilan reluisant? Mais c'est lui seul qui a un bilan à défendre. Le candidat venu n'a que des promesses, il n'a pas de bilan. Alors, le président sortant a des bilans et il doit se battre pour que ce bilan soit quand même acceptable. Il doit avoir quand même des points sur lesquels on ne doit pas tergiverser, parce que, par exemple, la sécurité. La sécurité relève du pouvoir régalien du chef de l'État et de tout ce qu'il a autour de lui comme appareil sécuritaire. Alors, à partir du moment où on voit qu'il y a de l'insécurité quelque part dans un domaine précis, ou bien c'est des attaques, la guerre, le terrorisme, ça veut dire que le dispositif sécuritaire a des failles. Et le président doit avoir la capacité de colmater cela. Si il n'arrive pas à le faire, mais ça veut dire qu'il a échoué. Et quand un président, le minimum que les citoyens peuvent vous demander au chef de l'État, c'est de garantir leur sécurité. Il n'y a rien à faire. Parce que c'est sur la base de cette sécurité que tout le monde peut vaquer librement à ses occupations. Que le pauvre dans son cœur peut dire que je peux sortir devant ma maison et essayer de dresser mon atelier, mon petit atelier pour apporter quelque chose. Mais s'il y a l'insécurité, on ne peut rien. Alors, si le chef de l'État n'arrive pas à maintenir cette sécurité-là, et qu'on dit d'ailleurs que l'insécurité est causée de façon artificielle, pour pouvoir permettre à une puissance de venir exploiter, mais vous voyez que en aucun cas, en aucun cas, nul ne peut faire le bilan à sa place. C'est ça. On va changer de sujet. On va en République démocratique du Congo, présidentielle. Moïse Katumbi, définitivement hors jeu. Là également, c'est une question. Les partisans de l'opposant congolais en exil, Moïse Katumbi, ont annoncé vendredi avoir saisi le Conseil d'État après la tentative de leur leader de rentrer en République démocratique du Congo pour présenter sa candidature à l'élection présidentielle. Tentative infructueuse, il faut le rappeler. Les pro-Kabila souhaitent que le juge demande à la commission électorale de pouvoir rouvrir la réception de la candidature de Moïse Katumbi pour l'élection présidentielle. Alors, Katumbi est toujours, selon les informations, du côté de la Zambie, mais la direction générale des migrations affirme qu'il ne s'est jamais présenté à son poste pour entrer en RDC. Alors, tout compte fait, David Diagbavion sait que parmi les 23 dossiers de candidature recueillis, il n'y a pas un de ceux qui porte le nom Moïse Katumbi. Ça veut dire fini pour lui, il est hors jeu? Constitutionnellement, oui. Parce que la constitution de la RDC a défini un délai pour le dépôt des candidatures. Et ce délai était déjà expiré. Depuis le mercredi dernier. Donc, constitutionnellement, oui, Katumbi ne pourra plus être candidat. Maintenant, d'un autre côté, Katumbi, ce n'est pas n'importe qui. Quand on connaît un peu le parcours politique de l'homme,
celui qui est le plus attendu sur cette élection par l'ensemble du peuple congolais, les électeurs. Et les sondages l'avaient même positionné en premier rang. Donc, sur le second plan, les tractations politiques peuvent aussi continuer par défendre la position de Katumbi. C'est-à-dire que les lobbying qui vont être faits pourront permettre à la commission qui réceptionne les dossiers de réceptionner les dossiers de Katumbi. Maintenant, la question qu'on se pose est de savoir, est-ce qu'il faut faire respecter la Constitution par quelqu'un et trouver des failles à l'autre? Lorsqu'on a obligé Kabila à respecter la Constitution, il a accepté. Est-ce que c'est à Katumbi qu'il faut trouver une parade pour qu'il puisse déposer son dossier? Mais quand on sait que cet autre a été empêché d'accomplir cet acte-là. L'opposant dit oui, que c'était pour l'empêcher. Le gouvernement dit non, c'est peut-être pas pour vous empêcher. Vous êtes sous le coup d'un mandat d'arrêt. Quand on est sous le coup d'un mandat d'arrêt, on chasse la personne. On le laisse rentrer, on le prend. Non? Il y a eu un discours comme ça. Ouais, c'est ce qu'ils disent. Ce qui a surpris des gens, c'est que voilà quelqu'un que vous poursuivez. Oui, qui dit je suis là. Je veux rentrer. Prenez-moi. Vous refusez de l'ouvrir les portes de la France. On ne te prend pas, quitte ici. Bon, oui, je dis au-delà de tout ce qui se raconte, c'est que Kabila veut voir tout le monde sauf Katumbi. Ça, c'est la réalité. Et pourquoi? Parce que c'est le plus dangereux. Oui, Katumbi était un proche. D'assurance pour lui. Était un proche de Joseph. Il a beaucoup collaboré avec. Ils ont fait beaucoup de choses ensemble. Maintenant, ce qui se passe là-bas, c'est, je dirais, un acte de trahison. Parce que Kabila, à un moment donné, s'estimait qu'il a été trahi par son meilleur ami. Parce que, vous savez... C'est Kabila qui a fait de Katumbi ce qu'il est. Voilà, un puissant opérateur. Il lui a confié une trentaine de mines d'or. Voilà. Et donc, le monsieur a exploité. Le monsieur s'est lourdement enrichi. Il voyage à bord de son jet privé. C'est-à-dire qu'il s'est lourdement enrichi. Maintenant, il rompt le contrat avec celui qui lui a fait roi. Kabila veut voir tout le monde sauf Katumbi. Donc, ce qui se passe là-bas, c'est que moi, je ne pense pas que même en saisissant le Conseil d'État, d'accord, il aura gain de cause. Moi, je ne pense pas qu'il n'aura pas gain de cause. Parce qu'ils feront... même est dirigé par justement, tant que Kabila sera peut-être toujours là avec les pouvoirs qu'il a, c'est qu'il fera de tout son possible pour que les élections aient lieu sans Moïse Katumbi. Donc je pense que c'est vraiment un règlement de coup politique, d'accord, qui se passe là dans ce cas de figure. C'est ça. Alors en saisissant le Conseil d'État, c'est vrai que Moïse Katumbi espère être rétabli dans ses droits, mais est-ce qu'il peut espérer ça? Il faut jamais se prononcer à la place d'une institution juridique, parce que elles sont aussi toujours sujettes à des surprises. Voilà. On ne sait jamais. Parce qu'entre-temps, ils peuvent avoir des secousses diplomatiques souterraines qui peuvent quand même faire bousculer les choses. Et donc, quelque part, ils peuvent faire racheter la chose si tel est que c'est décidé dans les hautes sphères où on a toujours l'habitude de décider politiquement pour le compte de l'Afrique. Mais a priori, non, ils ne pouvaient pas avoir gain de cause parce que ces institutions sont dirigées par des proches de Kabila et donc on ne voit pas cette institution donner raison à Katumbi contre Kabila. Non, je pense pas. Est-ce que ça veut dire que ce que nous sommes en train de dire, c'est que, on a des institutions qui sont censées dire le droit, parce que c'est un tel qui a placé le président, il ne peut pas aller à l'encontre de lui, même si la personne qui a demandé justice est dans le droit? Malheureusement, oui. Vous savez, la présidence, ou bien le président, c'est le chef des institutions. Voilà. C'est vrai que la loi donne une autonomie à ces institutions, surtout juridiques-là, d'aller dans le sens de ce que dit les textes de loi. Mais après, tout le pays est dirigé par un chef d'État. Et le chef d'État est le chef de toutes les institutions. Et donc, qu'est-ce qu'on doit faire? Il y a la loi, mais qu'est-ce qu'on doit faire pour aller dans le sens
de ce que le chef de l'État veut. Donc on va toujours dans ce sens. Hein. Partout, hein, là où il y a même les démocraties les plus avancées, on manipule les choses. Vous allez voir qu'il y a des... Quand si nous prenons la France, il y a certains chefs d'État qui viennent, qui poursuivent d'autres. Il y a d'autres qui viennent, qui se taisent. Il y a d'autres qui viennent pour rétablir les choses. Vous voyez, non? C'est comme ça se joue. Et donc, le chef de l'État est le chef des institutions. Nous n'avons pas encore des institutions qui ont la capacité de neutralisation comme celle qu'on a aux États-Unis. C'est aux États-Unis seuls où on voit des institutions qui affrontent même la décision du chef de l'État. Parce qu'en réalité, le chef de l'État américain, le président des États-Unis d'Amérique, n'est pas en quelque sorte le président des Américains. C'est un président élu pour le monde entier. Les vrais présidents, c'est les gouverneurs de tous ces États qui font la loi et qui défendent. Alors, le gouverneur du Texas, par exemple, Trump ne peut pas lui intimer l'ordre de faire ceci et cela. Et donc, on dit que le président là doit s'occuper uniquement des affaires étrangères et de la coopération. C'est-à-dire des affaires étrangères et de la défense. Mais tout ça, c'est pour l'international. Vous voyez, non? Et donc, le président des États-Unis n'est pas pour les Américains de l'intérieur. C'est vrai que c'est un symbole, une institution de prestige où tout le monde est fier parce qu'on dit the President of United States of America et tout le monde est très content parce qu'on voit qu'eux, ils peuvent aller dicter leurs lois partout où ils veulent. Mais si nous revenons un tout petit peu dans la réalité, nous allons voir que ces présidents ne sont pas là pour dicter la loi aux Américains, mais pour faire la loi aux étrangers. Et donc, en réalité, les institutions, si nous prenons le Conseil d'État, le Conseil d'État ne peut pas dire autre chose que ce que Kabila veut qu'il dise. Oui, il y a aussi un petit élément dans le dossier Katumbi, c'est qu'on lui reproche qu'il a pris la nationalité italienne et que donc, voilà, selon la constitution du Congo. La nationalité congolaise bon, voilà, exactement. Donc, attendez, ça c'est de la pagaille là. Alors, si la nationalité congolaise est exclusive, ça veut dire que quoi? Ça veut dire que avant de prendre une autre nationalité, il va perdre ça d'abord. Exactement. Est-ce qu'il l'a fait? Il l'a pas fait. Oui. Non, il n'a jamais fait. Il n'a jamais perdu la nationalité américaine. La nationalité congolaise. Jamais. Non, c'est c'est l'une des choses qu'on lui reproche. Oui, justement, c'est ça. Il a acquis une autre nationalité alors qu'il il a acquis, mais est-ce qu'il a perdu ceci d'abord? C'est ce que le Congo dit, qu'il découvre qu'il a eu la nationalité italienne. Ça ne suffit pas. Oui, ça ne suffit pas. Ça dit que la perte de la nationalité est un acte juridique. Et c'est une décision qui est prise au sommet de l'État. Vous voyez le Conseil des ministres au Togo, par exemple, qui accorde... mais si ce n'est pas fait, ça ne les regarde pas. Ça ne les regarde pas. Ça ne les regarde pas. Quand on dit que Moïse Katumbi est hors jeu, c'est vrai peut-être qu'il ne peut plus se présenter, mais est-ce qu'il a dit son dernier mot aussi dans la campagne qui va s'ouvrir très bientôt? Non, il attend. Il attend le bon moment pour faire une sortie et je pense que tous les candidats qui se sont positionnés sur cette élection doivent rencontrer Katumbi. Parce que quoi qu'on dise, c'est Katumbi qui formate cette élection. Si c'est lui qui donnera les directives. Et c'est en cela je dis... Pour l'opposition, hein? Oui, pour l'opposition. Tu oublies que Kabila a placé Gizenga. Et Katumbi, aujourd'hui, réunit en son sein, en lui seul, tout l'électorat congolais. Donc, il faut que les opposants, les grosses pointures qui se sont prononcées, déjà aussi c'est un problème. Quand, après avoir sacrifié tout ce temps pour combattre Kabila, on se rend compte que les gens ils sont encore nombreux à se présenter à ces élections. C'est quand même assez incroyable. Et Katumbi... Bon, ils sont 23, mais sur les 23, il y a même un nonagénaire. Il a plus de 93 ans, je crois. C'est Adolphe Gizenga. Ils sont aussi en fauteuil roulant. Mais
tout cela, on sait que il n'a même pas pu sortir de chez lui. Les fonctionnaires de la commission électorale sont présentés chez lui, dans son domicile, avec des policiers, soit disant qu'ils sont de la police scientifique, pour enlever ses empreintes, pour prendre ses empreintes, pour aller déposer la candidature. Alors, pourquoi Kabila a fait ça? Quelqu'un qui, il y a 10 ans, a fait une déclaration au moment où il démissionnait de la primature, disait que il y a des choses que tu peux vouloir faire, mais tu es rattrapé par l'âge. Et que l'âge ne te permet plus de le faire. Voilà. Et donc, à son âge, il y a de cela 10 ans, donc 83 ans. Ouais. Il ne pouvait plus faire un certain nombre de choses, donc il est temps de laisser la place à d'autres personnes. La lettre là est là, sortie dans tous les journaux au Congo. Et c'est lui qui s'est présenté maintenant 10 ans plus tard. Il s'est rajeuni, quoi. Mais c'est en Afrique. Non, vraiment. On a Africain. Non, il y a trop de pagaille. Il y a toutes les salles marmites au monde sur des questions de pouvoir politique sont concentrés. Oui. C'est quoi cette histoire? Le président ougandais qui subitement le verrou de l'âge dit qu'il s'était trompé d'âge. C'est quand même assez extraordinaire. D'accord, on a refait la naissance. Moi, je dirais à Katumbi d'espérer. Il est encore jeune, il est frais, il a encore de l'influence. Qu'il espère, 5 ans après, Katumbi peut revenir. Si tant est que Kabila ou son candidat venait être battu aux prochaines élections. Non, il va tout faire. Moi, ce que je lis de loin, c'est que Kabila va tout faire pour que Gizenga passe. Et s'il passait... Il y a un Bemba là-bas. C'est pas... Il a accepté que Bemba rentre, non? Bemba va faire le jeu. Bemba va faire le jeu. Et quand ça va venir, là, Gizenga va mourir d'un jour à l'autre. Je ne dis pas que c'est parce que... Mais 93 ans, pour gérer les affaires d'État, c'est pas facile. C'est quasi impossible. Non, oui, mais est-ce que le dauphin de Kabila, c'est son ancien ministre de l'Intérieur, qui est là, qui est très jeune, c'est lui. Et tu penses que qui pose Gizenga? Tu penses que qui peut aller là? Qui peut l'imposer? Oui, mais je pense que les Congolais... C'est lui. Oui, mais les Congolais ont tellement subi qu'il sera très difficile que Kabila puisse... De faire passer ce jeu? Oui. Parce que... c'est pas vrai. Quand vous faites le calcul politique, ce que les Congolais ont subi, on a senti en cette population une certaine détermination à faire partir coûte que coûte Kabila. Mais leur objectif, c'était de faire partir Kabila. Et Kabila ayant compris la leçon, c'est vrai qu'à un moment, il avait voulu tenir dur. Il n'a pas pu. Oui, mais le monde entier était surpris de l'entendre dire qu'il a accepté de respecter la Constitution. Mais parce que Kabila a refusé un certain nombre de contrats aux Américains. Un certain nombre de contrats qui peuvent... Mais attends. Dans le minier. Oui, dans le minier. Tu vois? Donc, on voit que c'est clairement la main des Américains. C'est clair. C'est clair. Jusqu'où ça peut aller. Est-ce qu'on est dans un jeu électoral? C'est des alliances contre alliances et autres. Bon, apaiser, je ne pense pas, parce que ce qui nous attend devant, il y a encore plein de rebondissements. Parce qu'on le dit facilement, mais n'oubliez pas qu'il y a un chef de guerre dans le jeu. Oui, il y a ces hommes encore armés. Oui, exactement. Mais moi, je pense que le fait que on a tout fait, ou bien bon, Kabila fait tout pour quand même mettre de côté Katumbi. Je crois que là, il va se dire que bon, voilà, avec ceux qui sont là, il pourra quand même faire passer son nom. Elle se voit un peu. Mais toutefois, vraiment, l'Afrique, c'est triste, hein? Non, c'est vraiment triste. C'est vraiment triste. On vous répondra qu'on fait de la politique. Ah non, mais pas du tout. Mais pas du tout. On va marquer la pause. On a une façon spéciale de faire. On va marquer la pause de l'étranger. On va marquer la pause et on va revenir après le journal.